Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Droit de savoir sur West Africa TV. Jusqu'à un passé récent, il était membre influent de l'ANAD. Contre toute attente, il a décidé de quitter l'entité dirigée par Cellou Dalein Diallo. Depuis lors, il a mis en place sa propre coalition politique dénommée l'APR, entendez Alliance pour la République. Vous pouvez donc déjà deviner son nom. Il s'agit donc de Pépé Francis Haba. Il est aussi président de l'IGDD. Avec lui, il sera question de ses choix politiques, mais aussi et surtout de la conduite de la transition. Dans cette même émission, on parlera de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le prix du sac de riz est passé de 30 000 à 340 000. Le sucre, l'oignon et autres ont également connu une augmentation. Quelles répercussions sur le panier de la ménagère? On parlera aussi du Sili national qui affronte ce soir à 20 h la RDC au compte des quarts de finale. Quelle chance pour les poulains de Kabadiawara. Donc c'est le menu de cette émission, mais aujourd'hui on va inverser, on va aller directement dans un premier temps avec notre invité pour pouvoir le libérer. Vous savez que le Sili donc joue ce soir et quand le Sili joue, ce n'est pas du tout facile dans la circulation. Bonsoir monsieur Francis Haba. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui. Pour animer cette émission, à mes côtés, Alpha Madiouba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lamine. Bonsoir à notre invité du jour, Maître Francis Haba. Bonsoir à nos téléspectateurs de Dimi Madina. Ouais. Je pense que tu es en train de confondre Maître Pépé à Monsieur Pépé Francis. Ah, voilà. J'ai dit Maître. Voilà. C'est pas peut-être, voilà. Avec le procès, ça va aller. Les avocats de procès vont nous embrouiller ici. Voilà, justement. On était hier avec un avocat de procès le 28 septembre. Donc, Monsieur Pépé, encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Quel est votre profil? Qui est Monsieur Francis Haba? Alors, parce que apparemment, quand vous prenez l'échiquier politique, c'est vrai, il y a beaucoup de leaders qui sont sur la scène politique, mais très souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas leur profil. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur pays? Ou bien ce sont des simples chômeurs qui sont retrouvés sur la scène politique. Qui êtes-vous? Au-delà de la politique, vous faites quoi dans la vie? alors je suis, comme vous l'avez annoncé, Pépé Francis Haba. J'ai d'abord été travailleur du secteur privé au cadre de banques et de télécommunications. Et je suis ancien syndicaliste. C'est nous qui avons mis en place la Fédération syndicale des télécommunications de Guinée. J'étais le chargé de communication. Je suis ancien banquier, je suis gestionnaire économie. Aujourd'hui, je suis consultant en banque et finance. J'ai connu beaucoup de grandes sociétés, de grandes multinationales. Je suis aussi passé par un grand cabinet qui fait partie des 5 plus grands cabinets du monde, qui est EY. Donc, je suis venu en politique, c'était pour relever un défi, puisque notre feu président, feu Gandhi Fargué Tunkara, malheureusement Dieu n'a pas pu le garder avec nous pendant longtemps. Et donc, le parti est resté sans tête. J'étais l'un des vice-présidents. Et c'est comme ça donc j'ai décidé de quitter le secteur privé et de venir contribuer au combat politique de notre pays, pour la démocratisation de notre pays, puisque j'ai foi que la démocratie, c'est le moteur, n'est-ce pas, du développement, n'est-ce pas, de toute l'Afrique, de tout le monde entier. Alors, avec ce beau parcours, banquier, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser donc la politique? Même si encore une fois vous dites, après la mort de Gandhi Tunkara, il fallait combler un vide. Mais à vous entendre, vous étiez déjà dans la politique avant sa mort, puisque vous étiez vice-président de l'IGDD. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? Alors, comme je vous ai dit, je suis aussi ancien syndicaliste. J'ai été secrétaire général de syndicat de multinationales. Et je suis passionné par en fait l'aide, n'est-ce pas, des populations les plus démunies, l'aide des travailleurs, de leurs conditions de vie. Et étant donné que cela ne pouvait pas, je me disais que c'était un secteur un peu plus limité. Parce que si vous comptez le nombre d'employés en Guinée, c'est peut-être que 200 000, tout au plus 300 000. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, il y a un secteur beaucoup plus vaste, là où on peut aider beaucoup plus du monde. Si on combat et on arrive au pouvoir, on peut, n'est-ce pas, mettre en place les projets politiques pour aider beaucoup de millions de Guinéens pour les sortir de la pauvreté. Je pense que c'est ce qui m'a amené dans la politique. Ok. Et lorsque vous avez migré sur le terrain politique, M. Haba, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place? Comment tout s'est passé?
Alors, est-ce que l'intégration a été facile pour vous? L'intégration n'a pas été facile puisque c'est un terrain extrêmement compliqué. Mais absolument, avec la persévérance, hein, le courage, je pense, j'ai quand même réussi à faire de l'UGDD, à faire de moi-même une personnalité un peu publique. Alors, cela dit, ce que j'ai remarqué, c'est quand même c'est un terrain extrêmement incertain. Puisqu'en quittant mes fonctions du secteur privé, j'étais venu pour préparer les élections législatives. C'était sous le président Alpha Condé. Et malheureusement, il a jumelé les législatives au 3e mandat. Et quelqu'un comme moi qui est passionné de la démocratie, qui pense que, on veut dire, comment on appelle, la limitation des mandats étant de plier la démocratie. Et donc, je me suis dit, il ne fallait pas que je m'associe à ça. Donc, on a aidé donc à mettre en place les FNDC. Nous avons lutté contre le 3e mandat. Et depuis lors, nous partons d'incertitude en incertitude. Et l'élection présidentielle aussi, comme vous le savez, nous sommes allés en alliance avec le doyen Zoutoumou qui a été éliminé malheureusement. Et donc, nous nous sommes alliés au président Cellou. D'accord. Et nous avons fait sa campagne. Voilà en gros. Avant d'aborder votre alliance avec l'opposition républicaine d'alors, on va un peu parler de votre parti, l'UGDD quand même, qui a connu une alternance à sa tête. Avant vous, c'est un certain Kiamou Bogola Haba qui était à la tête de cette formation politique-là. Ça fait quoi de vivre une alternance à la tête d'une formation politique? Non, je pense que quand le parti a été créé, et les membres fondateurs nous ont rencontrés, nous sommes tous devenus d'ailleurs membres fondateurs, et ils ont demandé à ce que notre ami Kiamou soit président. À l'époque, il était du NFD, il était NFD, il était vice-président. Donc, en partant à l'étranger, donc il a laissé sa vice-présidence à son ami Étienne, puisqu'ils avaient 4 vice-présidents, toutes les régions y étaient représentées. Et donc, étant à l'étranger, il nous a associés, nous les amis, il nous a dit il faut que vous m'aidez. Et donc c'est comme ça nous sommes venus en politique. Malgré qu'il était à l'étranger, il a quand même tout fait pour implanter le parti, pour amener le parti loin. Et le travail que Gandhi est venu peaufiner, on va dire, renforcer. Voilà, donc, alors, voilà. Et vous parlez de l'alternance. Je pense que c'est déjà bien, puisque quand il prenait la tête du parti, il avait bien dit effectivement qu'on ne peut pas faire la politique un métier. Pour lui, la politique n'est pas un métier. Nous avons nos métiers de base, en tant que consultant banque et finance, frigoriste, journaliste, que la politique, c'est un instrument que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, pour arriver au pouvoir et pour aider beaucoup plus de monde en tant que technocrate. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne s'est pas accroché en tant que président. Et il a dit que le président Gandhi pouvait nous aider mieux que lui, et c'est ce que nous avons fait. Et Gandhi a été notre candidat. Malheureusement, on n'avait pas pu briguer la magistrature suprême, mais depuis lors, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Alors, parlons de l'IGDD, puisque, encore une fois, aujourd'hui, le parti a connu c'est l'aide de noblesse avec Gandhi. Je pense que votre parti a participé à une élection présidentielle. Tout à fait. Avec Gandhi, mais beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Il y a Nestor Kabadouno qui était membre de l'IGDD. Il était le secrétaire général. Il était le secrétaire, mais il a quitté le navire. J'apprends que sa frustration est partie parce que tout simplement, ils ont voulu une ouverture au niveau du parti pour ne pas qu'il y ait une cantonation régionale, et ce qui n'a pas été accepté par vous. Qu'en est-il? Notamment, Baouri devrait, je crois, venir au sein de cette formation politique pour prendre la présidence du parti. Alors, cette discussion est liée information vraie pour l'ouverture du parti vers... Je pense que c'est une fausse information, puisque les statuts et règlements intérieurs, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, qui existaient à l'époque, limitaient uniquement, n'est-ce pas, la présidence par intérim au vice-président. Je pense que c'était assez clair. Seulement un vice-président pouvait devenir président par intérim. Je pense qu'il ne peut pas court-circuiter les textes de loi que les militants et sympathisants et les cadres du parti ont mis en place. Je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai été président par intérim. Et puis en 2020, en septembre 2020, j'ai été élu un président. Mais par contre, pendant que j'étais président, effectivement, il y a eu des intérêts. Pas seulement de Baouri, il y a eu des intérêts. Lui et d'autres personnes qui voulaient venir au parti. On leur a dit, bon, vous pouvez venir. Mais il faut prendre votre carte de membre. Nous, on ne peut pas recruter quelqu'un comme président de l'UGDD. On n'avait jamais recruté Gandhi comme président. Gandhi est venu pendant que Bogos était président. Et c'est un an après avoir montré sur le terrain qu'il voulait aider l'UGDD,
Après avoir renforcé les structures Alba, les sections, les fédérations, après nous avoir amené là où on n'était pas, au Fouta, n'est-ce pas, dans les villes les plus reculées, et à travers la famille Tunkara. Fouta, c'est comme ça. Et la famille Tunkara de l'Abbé. Oui, c'est comme ça, n'est-ce pas, les fédérations, les militaires, les l'information. Non, ce n'est pas en ce moment. C'est déjà après que je sois président qu'il a voulu venir. On leur a dit, il n'y a pas de problème, la porte est ouverte, mais prenez votre carte de membre et travaillons ensemble et faisons comme Gandhi l'a fait. Alors pourquoi Nessor a quitté le parti? Non, il a rejoint le groupe. C'était pour autre chose, c'était des convictions personnelles. Lui et moi, on s'est rencontrés, on en a discuté. Je pense que c'est des choses qui devaient rester entre nous. Mais je connais les raisons profondes. Et il sait aussi les raisons profondes. C'est très très loin de Baouri. Parce qu'à l'époque, je n'entendais même pas parler de Baouri. Il voulait présider aux destinées du parti, lui aussi. Qui sait, mais moi, ce n'est pas ce que nous avons discuté. Alors, Bogolaba, il est toujours membre de l'UGDD? Oui, il est militant de l'UGDD. Il a suspendu ses activités pour, n'est-ce pas, conduire le FNDT. Tout à fait. Alors, parlons, avant de parler de la conduite de la transition très rapidement, on sait que vous étiez à un certain moment très proche de Cellou Dalein Diallo, membre de l'ANAD, mais contre toute attente, vous avez décidé donc de claquer la porte et mettre en place votre propre coalition politique. On vous a entendu, le discours officiel, où à un certain moment, il faut que vous preniez vos responsabilités, il faut que vous jouiez vos propres cartes, mais pour beaucoup, on a interrogé certains leaders de l'ANAD, il y a eu des non-dits. C'est qu'il y a eu un rapprochement entre vous, notamment et le Premier ministre. Des offres ont été faites par ceux qui nous dirigent actuellement. Non, moi, les non-dits, monsieur. Non, on vous a vu, entre-temps, organiser des réunions dans des réceptifs hôteliers de la place. C'est quand même... Voilà. C'est archi faux. Toutes mes réunions dans les réceptifs hôteliers, c'est avec mes collègues leaders politiques. Très souvent, mais jamais avec le pouvoir en place. Et ce n'est même pas bien. Le pouvoir va rencontrer un acteur de l'opposition dans un réceptif hôtelier, il va être filmé par un journaliste ou photographe. Non, je ne dis pas vos rencontres. Vous n'avez pas rencontré justement ces dirigeants dans un réceptif hôtelier de la place, mais vos cérémonies, vous les organisez. On sait que ça coûte énormément de l'argent. Pas du tout. Alors, allez-y. Il n'y a jamais eu de contact entre vous et les autorités? Allez-y pour organiser. Ça dépasse pas 4 millions. Hein? Exactement, ça ne dépasse pas 4 millions. Je ne sais pas de quoi les gens... Un seul leader peut le faire. Ce n'est pas parce que... Ça, c'est vous qui le dites. On connaît comment... Nous payons, voilà, comment certains leaders... Moi, je vois beaucoup de leaders parfois... Oui, ils vont cotiser. Tu veux dire qu'ils vont cotiser 200 000. Alors, qu'est-ce qui a prévalu? Au-delà de ce que vous avez dit sur les antennes, vous êtes longuement exprimé, avec le recul. Oui. D'où est venu le déclic de vos départs de l'ANAD? Alors, je pense que les raisons ont été largement diffusées. Oui, les non-dits. Dans les mines. Non, s'il y a des non-dits, c'est que ce sont des non-dits. Ce que je peux te dire, c'est que à l'époque, à l'instant T où nous étions encore membres de notre ancienne alliance, nous ne pouvions plus rester. Je pense que l'atmosphère était devenue... Nous, on voulait effectivement parler à notre nom et pour notre propre compte. Et c'est regardez, le président, il est à l'étranger depuis combien de temps? Pour nous, le combat politique, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, je vous dis. Nous, on nous a mis sous contrôle. Ils ont failli, si ce n'était pas nos amis qui sont, n'est-ce pas, au perché dans les sphères de l'administration, nous étions allés en prison. Mais c'est ici, ça se fait. Donc pour moi, la place des leaders politiques, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs. À l'exil. Pour moi, ce n'est pas ailleurs. Pour moi, c'est ici. Et pour moi, quand on doit devenir président, c'est ici. Et le président, c'est lui, comme vous le savez. Beaucoup de respect pour lui. Et vous me connaissez. Pour moi, il a brigué la magistrature suprême à plusieurs reprises. Malheureusement. Il devait céder la place de l'ANAD. Non, mais justement, le problème est venu quand son mandat est terminé et que les statuts stipulaient que notre vienne parce que non, mais vous êtes parti avant ça. Non. Nous on est parti le 16. Quand le mandat nous on est parti le 16, le mandat devait expirer le 14. Quand le mandat arrive à expiration, c'est bien avant vous. Les choses. Il devait céder la place à la tête de l'ANAD, mais finalement les textes ont été réadaptés à son voulu, et donc ça frustrait certains. Bon, je ne sais pas si c'est à son voulu. Mais la majorité est restée de toutes les façons. La démocratie aussi, il faut respecter la majorité. Vous étiez en minorité. Alors, puisque vous dites que quand on est leader politique, le combat doit être mené ici en Guinée, est-ce qu'avant de prendre vos décisions, vous avez eu Cellou Dalein Diallo au téléphone pour dire, monsieur le président de l'ANAD, il est temps pour vous de rentrer en Guinée. Sinon,
moi je quitte l'ANAD. J'ai personnellement été chef de mission pour préparer son retour en Guinée. J'ai sillonné de Farana jusqu'à Bela. Bon, j'ai risqué. Nous savons, Dieu seul sait qu'est-ce qui pouvait nous arriver là-bas. Il n'est pas venu. Justement, on se souvient. De quoi parlez-vous? On se souvient de cette mission-là. On se souvient de cette mission à l'intérieur du pays. Quand on a mobilisé les foules dans chaque ville pour les informer que le président. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, le président n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Non, mais... Oui, le président n'est pas venu. C'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Le président, certainement, il pense que ça ne peut pas être assuré en Guinée. Vous comprenez cet argument ou pas? Bien sûr que je comprends. Je comprends cet argument. Alors donc, vous ne pouvez pas quitter l'ANAD à cause de cet élément. Ce n'est pas à cause de cet élément que nous avons quitté. C'est ce que j'ai dit tantôt. En fait, on voulait faire ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous pouvons par exemple dire bravo au CNRD parce qu'ils ont fait une meilleure route que ce que nous avons connu depuis l'indépendance. Ouais. Mais nous pouvons aussi les critiquer, leur faire d'autres propositions parce que tout simplement, ils sont en train de brouiller les ondes, parce qu'ils sont en train de piétiner la presse. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, nous parlons pour nous-mêmes et pour notre propre compte. Je pense que c'est ce que nous voudrions faire. D'accord. D'accord. Alors, il y a quand même d'autres non-dits. Les divorces ont commencé aussi quand certains leaders n'étaient pas du tout d'accord sur certaines démarches d'autres leaders en ce qui concerne les revendications, notamment l'arrêt des poursuites judiciaires au niveau de la CRIEF. Il y a certains qui s'étaient opposés et qui ont demandé à ce que le combat de l'ANAD soit en fait, plutôt ce que les autorités sont en train de faire ressemble plutôt au combat de l'ANAD, et donc l'ANAD devrait appuyer cela. Malheureusement, il y a eu des incompréhensions, selon ce que j'ai appris, et bien, ça vole à l'éclat. Je ne sais pas, je pense que c'est plusieurs éléments qui combinés qui font que des gens... Mais ce qui reste clair, ça c'est un des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la transition poursuit son bonhomme de chemin. Et notre alliance travaille de son côté, leur alliance travaille de leur côté. Je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais je pense que c'est actualité. On va parler alors de la transition. Mais non, d'abord, vous avez décidé de quitter l'ANAD. C'est votre droit le plus absolu. Puisque vous étiez consentant, librement consentant. Puisque vous êtes membre fondateur de l'ANAD, je le rappelle. Absolument. Donc vous avez travaillé, mais à un certain moment, vous avez décidé. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, quand vous étiez à l'ANAD, vous n'étiez pas d'accord avec le format du dialogue. On vous a entendu ici. Vous n'étiez pas d'accord. Mais contre toute attente, vous décidez de quitter l'ANAD, vous mettez en place votre propre coalition politique et vous prenez le train en marche. Qu'est-ce qui a prévalu à cette stratégie-là? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, ça? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait peut-être des ententes pour dire oui, quand vous quittez, vous rejoignez? Parce que beaucoup n'ont pas compris cette stratégie. Ou bien, quand vous étiez à l'ANAD, vous avez conseillé donc aux membres de l'ANAD de participer à ce dialogue-là, que vous n'avez pas été entendu. Donc, quand vous avez décidé de voler de vos propres ailes, vous décidez de rejoindre le cadre. On n'a pas compris cette façon de faire. Si vous regardez la littérature, nos communications, vous vous rendrez compte effectivement que quand vous êtes autour de la table, quand vous êtes dans une grande alliance, comme l'ANAD, il y a plus de 25 partis politiques, que c'est la voix de la majorité qui compte. Vous pouvez être 7 à vous dire participants avec d'autres cadres de vos partis politiques, vos militants, la diaspora, des gens vous disent participer au dialogue. Mais votre alliance n'en veut pas. Pour des raisons quelquefois complètement, on va dire, inutiles. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que porte-parole? Nous portons la parole de l'ANAD. C'est la parole que nous portions. Mais conviction, nous avions décidé de les affirmer. Et c'est ce que nous avons affirmé le 16 juillet dernier. Et nous sommes membres, n'est-ce pas, du cadre de dialogue. Je pense que si vous avez participé à l'état-major d'un parti politique, vous comprendrez effectivement que les discussions peuvent être très, très houleuses. Mais finalement, si les gens ne sont pas d'accord, c'est la voix de la majorité que tout le monde suit. Donc vous étiez contre la non-participation? Vous, personnellement, vous étiez contre la non-participation de l'ANAD? Je n'étais même pas seul, nous étions plusieurs. Même il y en a encore qui sont là-bas, qui voudraient participer au cas de dialogue. Parce que absolument. Quoi Parce que quoi? Il y a des vulgarisations, parce que il y a des primes et le comité, c'est 10 millions par... Je ne sais pas si vous êtes membre du comité de suivi, mais là, c'est 10 millions par séance autour du Premier ministre.
Non, moi, Vous êtes membre du comité ou pas? Non, je ne fais pas partie de ce comité. Vous êtes membre aussi des comités de vulgarisation? Oui, je suis membre du comité de vulgarisation. Mais vous vulgarisez des conclusions auxquelles vous n'avez pas pris part? Ben, nous avons adhéré à ces conclusions. Ou bien une séance de rattrapage nous avons adhéré à ces résolutions, nous avons discuté de long en large. Et normalement, si le cadre de dialogue restait tel qu'il était avec les facilités, nous devrions, entre décembre et janvier, faire une grande plénière pour que nous puissions, n'est-ce pas, parce que on avait dit que ce cadre était dynamique pour pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à améliorer les résolutions qui avaient été votées, qui avaient été, on va dire, décidées. Là, on est rentré dans la phase de la transition. Eh bien, 11 mois avant la fin, qu'est-ce que vous tirez? Est-ce que, selon vous, la transition se porte à merveille en Guinée? Non, la transition ne se porte pas à merveille. La transition, quelles sont les failles? La transition, je veux dire que nous avons connu à plusieurs volets. Il y a le volet économique, ça, tout le monde vous dira, il y a le volet économique. À l'intérieur, il y a la construction des infrastructures. Il y a la mobilisation, n'est-ce pas, des recettes intérieures. Il suffit de voir les chiffres du ministère du Budget pour vous rendre compte effectivement que du travail est en train de se faire et que du bon travail est en train, par exemple, de se faire dans la construction des infrastructures. Et ça, on ne peut pas, on ne peut pas le nier. Ça, c'est la vérité. Le rythme avec lequel ces travaux étaient exécutés au début de la transition, ce n'est pas le même rythme. Ce n'est plus le même rythme. Je suis d'accord avec vous. Il y a des chantiers qui sont garés. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas le même. Mais quand même, pour la première fois, on peut circuler sur de bonnes routes avec des passages piétons, avec des caniveaux partout en Guinée. Je pense que ça il faut le reconnaître. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, je veux dire, il y a des défis à relever. Par exemple, du point de vue du respect des droits humains, du point de vue du respect de la liberté d'opinion, du point de vue du respect de la liberté de presse. Nous, par exemple, nous avions été mis sous contrôle judiciaire pour cause de nos opinions, parce que nous nous étions ouvertement exprimés pour des manifestations. Il y a les brouillages des ondes, il y a le leader syndicat des journalistes qui avait été interpellé dans des circonstances complètement obscures. Je pense que tout ça, c'est des défis à relever. Il faut absolument, je sais, il faut en fait que le CNRD qu'il revoie sa copie sur ce point, sinon malheureusement, la presse est quand même le quatrième pouvoir. Le rôle que la presse joue, par exemple, dans la construction de la démocratie, dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est du jamais vu. Donc, tout ça, ça devait normalement être des éléments positifs pour permettre au CNRD de protéger la presse, de la liberté d'opinion. Je pense que c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Mais écoutez, de l'autre côté, nous avons suivi d'autres transitions en Guinée. Cette transition, je pense qu'il faut qu'on la respecte, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives que les élections à la fin de la transition. C'est la vérité. Vous dites que du point de vue économique, le bilan, il est positif. Absolument. Mais il faut relativiser. Absolument. Avec avoir le panier de la ménagère aujourd'hui, les conditions de vie des Guinéens qui se sont détériorées. Ça, il faut voir ces populations-là. Voilà. Vous parlez d'infrastructures, mais vous dites du point de vue démocratique, c'est un recul. Oui. On peut résumer comme ça. On peut pas dire que toute la démocratie que c'est un recul. Mais en tout cas, du point de vue des droits humains, du point de vue de la liberté de presse, c'est un recul. C'est un recul. Jamais. D'accord. Dans le déroulement de l'agenda de la transition, certainement vous êtes dans les secrets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer d'emblée qu'on risque de s'acheminer vers un glissement du calendrier? Alors, j'ai toujours dit aux gens qu'il est tôt de parler de glissement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les autorités elles-mêmes, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ont martelé qu'ils ne feront pas un jour de plus. Première chose. Ça c'est Gawal qui nous l'a dit. Le discours n'est pas actuel. Hein. On n'est pas en train d'encourager quelqu'un à aller sur ce terrain-là. Ce n'était même pas mentionné dans le compte rendu du Conseil des ministres. Mais finalement, vous qui êtes plutôt partie prenante à ce dialogue-là, vous qui composez avec le gouvernement, dites-nous où en sommes-nous. Alors, on ne parlera pas de glissement, mais vous êtes optimiste quant au respect de ce délai qui lie la Guinée à la CEDEAO. Si oui, quels sont les éléments dont vous disposez? Je vous donne un exemple. Normalement, le RAVEC et le RAGPS, dans le planning, devraient commencer entre novembre et décembre. Mais il y a un retard par rapport à ces éléments. Et j'ai entendu il y a une semaine, ou en tout cas un peu plus d'une semaine, le ministre de l'administration du territoire parler, n'est-ce
pas, du logiciel, du RAVEC, du paramétrage du logiciel. Je pense que tout ça, c'est un retard. Je pense que si rien n'est fait, si le RAVEC, parce que c'est les deux premières grandes activités, c'est le RAVEC et le RAGP, si ces deux activités qui prendront plus de 2 mois ne sont pas mises en œuvre assez rapidement, et malheureusement, nous risquerions de tomber dans une crise, puisque les acteurs sociopolitiques, ma foi, accepteront difficilement un glissement de calendrier s'il n'est pas consensuel. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, sincèrement, il y a une volonté politique de la part des autorités à aller à un retour à l'ordre constitutionnel? Absolument. Il n'y a pas. Alors, comment se manifeste cette volonté? En fait, il n'y a pas d'autres alternatives. Non, comment se manifeste cette volonté? Est-ce qu'il y a une autre alternative que la démocratie en Guinée? Pour vous, est-ce que pour vous, le président de la transition peut confisquer le pouvoir au détriment de la démocratie? Moi, je dis que non, ce n'est pas possible. Dans notre pays, mais à écouter son discours fait en marge donc, de l'Assemblée générale de l'ONU, où il a fait le procès contre la démocratie à l'occidentale, on serait tenté de dire que, voilà, peut-être qu'il a la démocratie à lui. Je suis convaincu que la démocratie est universelle. Et la démocratie, c'est le moteur du développement socio-économique de nos pays. Je pense qu'on peut faire des retouches pour que la démocratie s'adapte à nos réalités. Mais la démocratie, absolument, que je connais, elle est universelle. Et elle est à l'intérieur de la démocratie, c'est la bonne gouvernance, c'est le respect des droits humains. Je pense qu'on ne peut pas aller outre que ça. Si le président de la transition allait dire autre chose, je pense qu'il s'est trompé. Absolument. D'accord. Il y a les délégations spéciales qui seront très bientôt installées à la place des conseils communaux élus. Des démarches sont en cours. Comment vous comprenez cette attitude ou cette démarche des autorités de la transition? Bon, c'est une démarche unilatérale, c'est une démarche, n'est-ce pas, du Sénat et de son gouvernement, qui voudrait que les délégations, n'est-ce pas, spéciales ne soient pas partisanes. Donc les délégations vont sortir, n'est-ce pas, des représentations des jeunes, des femmes, n'est-ce pas, des sages, des religieux, des fonctionnaires. Je pense que quand on fait un recul, même si on est politique, on sait que quand une délégation spéciale est politique, et on sait que les délégations influencent directement ou indirectement les activités, n'est-ce pas, des élections. Absolument, on ne peut qu'être d'accord avec cette option. Tout ce qu'on peut dénoncer, c'est qu'ils n'ont associé personne. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, ils veulent que les élections soient, n'est-ce pas, transparentes, les élections soient équitables. Ils ne veulent plus qu'il y ait fraude électorale. Espérons que les délégations spéciales qui seront mises en place n'influenceront pas les élections. Puisque de toutes les façons, quelles que soient les personnes physiques, ils ont des... La n'est pas en train d'asseoir son autorité, son pouvoir à la base. Mais je ne vois pas comment. Même avec les maires actuels, dites-moi quel est le maire que vous connaissez. Non, mais ça, c'est les peureux. C'est exactement. Donc, ce sont les gens qui ont peur d'être dégommés, tout comme certains politiques. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire n'est pas fondamentalement... Parce que, on apprend que les politiques n'osent pas de Mamadi, que Mamadi les effraie. Bon, je ne sais pas comment il effraie les politiques, peut-être l'armée, mais en Mamadi en sa personne, je ne pense pas que ça soit quelqu'un... Jamais les politiques n'ont eu peur d'un président de la sorte. Non, en tout cas. En tout cas, personnellement, je suis politique, mais je ne pense pas que ce soit cela. Personne n'ose titiller Mamadi. Vous aussi. À longueur de journée, vous entendez des politiques critiquer le président de la transition. Non, son régime. Ah si, son régime aussi. C'est la même chose. Quand vous critiquez son régime, ça veut dire les gens accusent souvent l'entourage, disent que c'est l'entourage. Mais comment un chef, c'est le chef qui choisit son entourage. C'est quand il a confiance en quelqu'un qui met à côté de lui. Si son entourage est fautif, qu'il ne l'a pas limogé, c'est qu'il encourage cet entourage, c'est que lui-même est fautif. Le poisson pourri par la suite. Mamadi a annoncé la nouvelle constitution. Le général, le président de la transition. Mamadi a annoncé qu'en 2024, nous allons aller vers l'adoption de la nouvelle constitution. Et c'est seulement cela qu'il a annoncé, pas plus. Donc, dans le déroulement de l'agenda de la transition, il a été clair, plus que clair même, qu'en 2024, c'est seulement l'étape de l'adoption de la nouvelle constitution que le CNRD va prioriser. C'est vous qui interprétez comme ça. Le président de la transition a dit que nous ferons, nous mettrons en place, n'est-ce pas, la constitution en 2024.
2024. Il n'a pas parlé de communal, il n'a pas de législative. Et puis il dit qu'il n'est même pas pressé. Il a parlé aussi de la mise en place il a parlé de la mise en place des délégations spéciales. Je pense que ça devrait se passer d'ici mars. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand la Constitution est votée, quand le référendum constitutionnel elle est faite, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la mise en place de l'organe de gestion des élections. C'est l'organisation des élections locales. Ça trouvera que le RAGP 4 c'est terminé, ça trouvera que le RAVEC c'est terminé. Et pour organiser ces élections... Monsieur Francis. Monsieur Francis. Est-ce qu'on peut le faire en 2 ans? En une année. Mais non, mais ils ont commencé il y a longtemps. Ils ont commencé il y a longtemps. Ils ont commencé il y a longtemps. Comment on appelle ça? Toutes les stratégies, les ressources humaines, le financement. Le RGPH 4, c'est pas quelque chose qui se fait en une année. Mais depuis l'année dernière, ils ont commencé. Ils sont très en retard. Non. L'opérationnalisation. Ils ont en retard que quelques mois. L'opérationnalisation sur le terrain. Ça va se faire. Ça pose problème. Normalement, ça pourrait se faire. Je vous dis, s'ils commencent les activités, les gens ne prendront pas 1 an sur le terrain. Les gens prendront maximum 2 mois. C'est comme le RAVEC. Alors, maximum 2 mois, c'est ça. Nous avons suivi le RAGP sous le procès Alpha Condé en 2014. Aujourd'hui, les gens font maximum 6 semaines, 4 semaines, 8 semaines sur le terrain et c'est fini. Monsieur Francis, aujourd'hui, il y a des acteurs politiques avec qui vous étiez hier. Je rappelle que vous êtes un habitué des manifestations. Oui. Les forces vives de Guinée sont là, qui parfois agitent le siphon rouge. Est-ce que pour vous, puisqu'aujourd'hui vous dites que le CNRD n'associe personne, et certains vous diront même, en allant déloger Alpha Condé au palais, Doumbouya n'a pas, le président de la transition n'a pas, le général donc n'a pas associé quelqu'un, il n'a pas demandé. C'est la même chose, c'est la même chose. Le président de Doumbouya, c'est la même chose. Non, je l'appelle comme je veux. Ah, il y a tellement d'appellations. C'est la même chose, voilà, donc, non, parce qu'il n'était pas encore président de la transition. Voilà. Hein, le colonel d'alors n'a pas associé donc, si vous voulez, le commandant. Même si c'est Mamadi Doumbouya, c'est la même chose. Il est président de la transition. Non, on peut l'appeler comme on veut. Non, moi je n'appelle pas Mamadi. Même si c'est Mamadi seulement. Si c'est Mamadi, si c'est Doumbouya, c'est bon. Moi je dis le président, Mamadi Doumbouya, c'est pas mon copain. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, les forces vives, qui quand même ont engagé des démarches, multiplier les appels, elles ont tout à fait raison de privilégier aussi la rue, le recours à la rue. Et de passage, votre lecture sur la manifestation qui a eu lieu à Kaloum, comment vous appréciez? Je voudrais d'abord juste rectifier. Je n'ai pas dit que le président de la transition n'associe personne. Sinon, par rapport à la prise de cette décision. Oui, c'est par rapport à la mise en place des délégations spéciales. J'ai dit, ils ont fait sans le cadre de dialogue, n'est-ce pas? Sans les politiques et les activistes du cadre de dialogue. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, sinon, ils n'auraient pas mis en place le cadre de dialogue, ils n'auraient pas invité les acteurs sociopolitiques. Cela dit, effectivement, je pense que dans nos démocraties qui se construisent, d'accord, et qui a quelquefois des tares, hein, des hauts et des bas, les manifestations sont le seul outil à la disposition des populations, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, hein, de nos mamans, des syndicats, pour, n'est-ce pas, mettre la pression sur nos gouvernements. C'est pourquoi je suis pro-manifestation. Pour moi, c'est un outil inaliénable. Quand on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour moi, on ne doit pas empêcher un Guinéen de manifester. Par contre, il faut absolument que les manifestations, n'est-ce pas, se passent dans la paix, dans la concorde. N'est-ce pas? C'est ça, c'est les deux côtés. Cela a quelquefois manqué. Hein? Ah bon? Il y a quelquefois... J'ai vécu quelquefois des affrontements entre police et manifestants. J'ai vécu ça. J'ai été sur le terrain. C'est ça. Quand nous demandons des manifestations, nous demandons aux gens de ne pas s'affronter, de manifester pacifiquement. C'est ce que nous... C'est des manifestations pacifiques que nous organisons. C'est ce que nous faisons. Il y a en tout cas des manifestations qui sont venues ici sans incidence. Hein? Absolument. C'est ce que j'ai dit. Nous avons manifesté sous les FNDC. Maintenant, les acteurs sociopolitiques réunis au sein du cadre de dialogue, ils se sont dit, écoutez, puisque c'est une transition, puisque nous voulons aller assez rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel, puisque le CNRD nous a ouvert, n'est-ce pas, ses portes, acceptons de suspendre les manifestations. C'était une demande. Et donc, la main dans la main, construisons notre donc, il n'y a aucune raison de manifester aujourd'hui. En tout cas, pour nous, acteurs sociopolitiques, puisque nous avons demandé, nous avons pris l'engagement de ne pas, n'est-ce pas, manifester. Cependant,
Si des femmes, n'est-ce pas, se lèvent soudainement, hein, à Kaloum pour manifester, parce que tout simplement, le gouvernement ne les regarde pas, quand on ne regarde pas leurs conditions de vie, pourquoi pas? C'est une manifestation soudaine. Ça s'est fait à Kamsar. Il y a des femmes bagarres qui sont levées il y a plus d'un an à Kamsar. Ça s'est fait, n'est-ce pas, à Kaloum. Hein, la presse peut manifester, parce que vous n'avez pas pris cet engagement. Il y a d'autres acteurs qui n'ont pas pris cet engagement comme nous. Mais il faut que la manifestation soit négociée avec le gouverneur, avec les maires, de façon à ce que ça se passe dans les règles de l'art. Alors, vous êtes satisfait du gouvernement du CNRD dirigé par Dr Bernard Goumou, ou plutôt vous êtes pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Ben, je suis globalement satisfait. Hein, je suis globalement satisfait. Il est vrai, effectivement, que je vous ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de défis à relever. Hein, par exemple, au niveau de la justice, il y a des défis à relever. Il y a encore des défis à relever, n'est-ce pas, pour l'allègement du panier de la ménagère. Puisque une croissance économique, si ça ne se sent pas sur le panier de la ménagère, c'est que ce n'est pas une vraie croissance économique. Donc vous n'êtes pas satisfait du travail fait par Charouette et de... Non, je n'ai pas dit le nom, mais en tout cas, il y a des chantiers, n'est-ce pas, sur lesquels il y a encore du travail à faire. Mais si le président de la transition, conformément à ce qu'il avait annoncé, a pris du pouvoir, s'il tend la main aux acteurs sociopolitiques, ben pourquoi pas? Est-ce que vous préconisez la mise en place d'un gouvernement? Non, je ne le préconise pas. Je pense que cela dépend. Ce n'est pas la solution pour vous? Pour moi, ce n'est pas la solution. C'est de mettre en œuvre les activités pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour que des élections soient organisées, pour que la Guinée retrouve le concert des nations. Un poste ministériel ne vous intéresse pas? Non, nous en avons discuté et je ne pense pas que les gens y pensent même. Donc ça ne vous intéresse pas, vous, si on vous fait cette proposition? À la prochaine élection présidentielle. Je serai candidat. Non, nous sommes en direct. Si on fait une proposition pour intégrer le gouvernement, ça ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes catégorique? Non. Déjà, il a l'ambition de candidature. Non, attendez, on a entendu des acteurs politiques ici. Il ne va pas se présenter aux élections. Je sais, pourquoi je pose la question? La charte interdit aux membres du gouvernement. Quand on fait appel à un je connais cette disposition, j'ai toute connaissance de cause que je lui pose la question. Je réponds. Vous êtes catégorique, ça ne vous intéresse pas? Je te réponds. Quand on appelle un acteur politique, comme je suis, la décision est discutée au sein de l'état-major. C'est ça la procédure. Mais ce que je sais, c'est que nos équipes sont mobilisées, notre alliance est mobilisée pour que nous soyons candidats aux futures élections présidentielles. Alors, on va vous laisser, mais un mot. Vous avez longtemps collaboré avec Cellou Dalein Diallo. Quelle image vous retenez de votre collaboration? Quelqu'un qui a manque de stratégie ou quoi? Non, le président Cellou est un homme de paix. Je le connais très bien. Sinon, je pense qu'il aurait contribué à mettre la Guinée à genoux. C'est un homme de paix, c'est un homme qui est attaché à la démocratie. Il veut gagner le pouvoir, mais uniquement par voie démocratique. Je pense que sinon, il est extrêmement populaire. Il y a, dans d'autres pays, un homme politique qui est populaire comme ça, il aurait fait beaucoup de bêtises. Mais ce n'est pas son cas. Je lui souhaite bon vent. Merci à vous, monsieur Pépé Francis Saba, président de l'IGDD et président de l'Alliance pour la République, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie. On marque donc une courte pause pour permettre à notre invité de se retirer après nous. On va se retrouver pour la suite donc, de l'émission.
Madiou, à présent, nous allons parler de cette rencontre, de ce match capital que la Guinée va livrer dans moins de 15 minutes contre la RDC, au compte donc des quarts de finale. Justement, quel sens pour les poulains de Kaba-Diawara? Même si encore une fois, moi, j'étais dans les rues de Conakry aujourd'hui, je n'ai pas vu cet engouement habituel. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. À l'intérieur, il y a de la ferveur. Hein. Non, je ne parle pas de l'intérieur, je parle ici à Conakry. À Conakry, les gens sont un peu sceptiques parce que la RD Congo, c'est quand même une équipe qui joue comme le Sili national de Guinée. Il a une bonne ligne de défense, un bon milieu, sauf que l'équipe n'est pas du tout, l'équipe n'est pas efficace en attaque. Et c'est une équipe qui encaisse moins de buts. D'accord. Oui, on va... Oui, voilà. Comme je le disais, c'est une équipe qui encaisse moins de buts, mais... donc il y a une défense solide, c'est ça? Il y a une défense solide. Pour moi, c'est le meilleur milieu d'ailleurs de cette CAN-là, mais qui n'arrive pas aussi à être réaliste en attaque. Et donc, voilà une équipe qui ressemble au Sili national de Guinée. À la différence, la RD Congo, les léopards sont très rapides, très rapide et très solide sur le terrain. Et donc, je pense que c'est une équipe qui est tenable, c'est jouable pour le Sili national, mais il faudra, pour le Sili national, d'être efficace bien évidemment sur le terrain. Et, il y aura moins d'occasions, ça sera un match fermé, il y aura moins d'occasions, et chaque occasion ne doit pas être gaspillée, chaque occasion doit être réalisée, parce que ce sera peu. Et les léopards, on ne doit pas s'attendre à beaucoup d'occasions de la part des léopards. Mais quand même, ça sera une équipe qui va nous fatiguer au niveau du milieu, qui va essayer de jouer avec le ballon, qui va nous créer assez de soucis physiques. Et on aura du mal à percer la charnière centrale. Et parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une défense qui est très solide, très physique. Ce sera un peu compliqué. Oui. Mais ce qui reste clair, il y a deux équipes qui s'affrontent, qui ont le même rythme de jeu, le même système de jeu, et je pense bien que ce sera, je pronostique pour les prolongations, je ne serai pas surpris et on en parlera. Alors, on va aller au cas par cas, donc par rapport à votre analyse, quand vous dites que l'équipe elle est tellement rapide, parlant de la RDC, mais sauf que nous aussi, nous avons des joueurs frais, non? Capables justement, de stopper. Oui. Justement, et j'apprends que d'ailleurs Ilex Moriba est de retour. Il est de retour. Ah bon, pourtant on disait Ablaye Touré plutôt. Non, je parle. Kaba Diawara a dit que pour Moriba c'était un peu compliqué, mais Ablaye Touré, il s'était déplacé. Comment dirais-je, pour l'Europe avec Fasciné, mais je pense que Ilex est revenu, mais il ne sera pas dans le 11 de départ. Dans le 11 de départ, il a préféré au milieu du terrain, il a préféré. Je pense bien, Amadou Diawara et Nabi Keita. Le départ, Nabi Keita doit débuter le match. Justement, Agibou Kamara, à la défense, il y a Issa Gassila, il y a la paire, comment dirais-je, Diaby et Janvier, et il y a aussi Ibrahima Diakité, comment dirais-je, comme il est droit. Il y a le petit, il y a Conte qui va aussi débuter au niveau... Fasciné? Non, pas Fasciné. Alors, et je pense bien que c'est ça de compter, non? L'attaque, c'est Guirassy, Bayo? C'est Conte, il y a ce Conte qui va jouer. Non, l'attaque, c'est... Je pense... C'est aussi là. L'attaque, c'est Bayo et Guilavogui, et donc Agibou viendra rouler. Bayo, plutôt l'autre, Guirassy est au banc, et je pense que Guirassy devra jouer en deuxième mi-temps. Je pense qu'il ne faut pas jeter toutes les... Ce choix-là, moi, Bayo, je le préfère. Bayo est plus physique que Guirassy actuellement. Et il est plus, comme je l'ai dit la fois dernière, ici encore dans ce studio, il est plus percutant, il est plus efficace pour le moment. Et quand même, c'est l'attaquant qui a inscrit 2 buts pour le Sili national. C'est le meilleur buteur pour le moment de Sili. Et à chaque fois qu'on l'impose, il a prouvé, contrairement à Guirassy quand il rentre, peut-être qu'il a eu quelques occasions la fois dernière. Mais qu'il n'a pas eu le même temps de jeu que... Je suis d'accord, mais Bayo, non, mais Bayo quand même efficace. Bayo est efficace sur le terrain. Et je pense même si face à la Gambie, il aurait inscrit au moins un doublé. C'est la chance. Mais alors, puisque vous dites que Kaba Diawara a aligné Nabi Keita, c'est que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques contre lui, mais bon, il n'est pas... Ce milieu-là, c'est ce qu'il a beaucoup de blessures, mais... Moi, ce milieu ne me rassure pas. Il y aura beaucoup d'impact. Ce milieu ne me rassure pas. Nabi Keita ne devait pas jouer en première mi-temps. Il ne me rassure pas, il est devenu trop vieux.
Non, il est c'est pas revenu... parce qu'il est vieux, mais c'est que il revient de blessure. Je pense qu'il faut être indulgent vis-à-vis de ce jeune Naby Keita, qui a tout donné quand même à sa nation. Naby Keita a tout donné à la Guinée, il a tout donné au monde. Naby Keita est très talentueux, mais actuellement, avec ses blessures, Naby Keita, quand même, est fragile dans un terrain. Et donc, face, comme je l'ai dit, à une équipe physique, une équipe athlétique, c'est quand même compliqué de bousculer. Je vous parle là du meilleur milieu de la CAN. Et donc, est-ce que Naby Keita peut titiller ce milieu-là? Mais l'expérience aussi est là. Hein? L'expérience est là. Mais moi, je vous parle là du meilleur milieu de la CAN. Comment est-ce que Naby Keita, qui revient de blessure et qui veut se relancer en championnat européen après la CAN, comment est-ce que moi je vais voir un Naby Keita qui, à tout moment, est blessé? Je vois très mal Naby Keita impacter ou perforer la défense adverse. Mais ce qui reste clair, on va voir la suite. Et aussi, le Congo joue comme nous. Ça ne sera pas facile. Mais le Congo, la RD Congo est tenable. Okay. Mais ça ne sera pas du tout facile. Alors, c'est vrai, avant même la CAN, il y a eu beaucoup de critiques formulées contre Kaba Diawara pour ses choix, etc., etc. Même si jusque-là, il a déjoué les pronostics. Mais est-ce que, avec ces choix-là, son 11 de départ, est-ce qu'il n'y a pas de choix aléatoires? J'ai l'impression qu'on n'a pas encore une équipe type. Justement, pour le moment, c'est un problème. On a une équipe. Kaba a des joueurs, mais seul Dieu sait comment Kaba utilise ses joueurs. Mais pour le moment, l'essentiel, c'est la victoire. Pour le moment, on n'a pas de 11 types. Et jusqu'à présent, il les essaye. Et je pense qu'il on a eu quand même des préparatifs pour ça, non? Il tient compte beaucoup des matchs amicaux pour mettre en place de l'efficacité du match précédent pour imposer ses joueurs. Et espérons que ça va produire ses effets aujourd'hui. Mais je vois que la Guinée aura quand même des petits soucis avec la RD Congo. Les gens pensaient que la RD Congo est une équipe jouable, mais je vous dis bien que moi j'ai vu cette équipe titiller le Maroc un peu. La RD Congo n'a pas battu le Maroc en phase en phase de poule. Et on est venu à ce stade de la compétition. L'équipe a éliminé l'Égypte. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'élimination directe. Et tout ce que je conseillerais à Kaba Diawara, c'est d'éviter les tirs au but. Les tirs au but, nous savons comment sont nos joueurs. Beaucoup parmi eux sont maladroits. Donc, il faudrait pas qu'on... Il faut coûte que coûte éviter les tirs au but. Il faut aller directement inscrire le but. Même si vous pronostiquez des prolongations. Les prolongations, c'est clair. Il y aura des prolongations. Même si c'est en prolongation, il faut marquer, mais il faut éviter les tirs au but. Alors, ce sera un match très serré. Retenez que ce sera un match très serré. Et je le dis ici, ce sera un match très serré. Et vous verrez que ce sera un match très serré. Alors, puisque vous semblez contester le choix de Kaba Diawara, qui décide donc de titulariser Naby Keita, peut-être qu'il y a eu des séances de visionnage, de vidéos. Hein. Je sais que Kaba Diawara a pris son temps, Kaba Diawara et son staff ont pris le temps pour analyser. Au cas par cas. Je préfère Kouyaté qui a été efficace. Konaté. Non, Konaté qui a été efficace mais il ne joue pas beaucoup, hein, lui. Il n'a pas beaucoup de non, mais il est très bon. Il avait même inscrit le but qui est en hors-jeu, qui a été signalé en hors-jeu. Il est très efficace, il est endurant en plus, et il avait fatigué beaucoup plus la Guinée équatoriale. Il est physique, il est grand de taille, donc il pèse beaucoup dans un terrain. Et il a voulu prouver, je pense qu'il pouvait prouver. Amadou Diawara aussi s'est retrouvé dans le match. Mais espérons qu'il y ait de la motivation, qu'il y ait tout ce qu'il faudra pour le CD national. Ce sera la motivation qui a été de mise face à la Guinée équatoriale. Eh bien, si le Sili augmente une petite dose de motivation sur celle qu'on avait vue face à la Guinée équatoriale, eh bien, ça va aller. Et je sais une chose. Si avec cette paire de défense que nous avons là, je sais une chose, la Guinée équatoriale est plutôt la RD Congo n'a pas cette attaque qui peut créer des ennuis à nos défenses. Non, je sais bien qu'on n'a pas plutôt que la RDC n'a pas cette attaque qui peut aller créer des soucis
mais c'est aussi... RDC a de bons joueurs aussi. Hein, au milieu, ils sont bons. Au niveau des ailes, si Kaba veut vraiment s'imposer dans ce match, au niveau des ailes, les latéraux, c'est là où si le Sili arrive à bloquer ces axes-là, et arrive à un peu maîtriser le milieu, ces gens-là vont se replier, ils ne pourront rien faire. Parce que leur football repose beaucoup plus. Les milieux de terrain arrivent à relâcher le ballon au niveau des latéraux, les latéraux qui relancent souvent les ailiers. Je pense que le système de jeu congolais repose beaucoup plus sur ça. Et si ça ne va pas, ils descendent ensemble, ils montent ensemble. Et donc, voilà en quelque sorte... le coach m'a dit... Voilà en quelque sorte le système de jeu. Le coach m'a dit que nous devons déjouer. Et Kaba est averti, il sait bien que c'est jouable, mais il faudra faire attention. Alors, vous êtes largement compris, donc bonne chance au Sili national de Guinée. J'espère que cette équipe va continuer donc à faire rêver tout un peuple, toute une nation, et toute une nation qui retient son souffle. On espère que la Guinée va gagner donc cette rencontre-là et pour continuer donc dans cette compétition. On va aller très rapidement avec ce dernier sujet-là par rapport à la hausse des prix des denrées alimentaires. C'était prévisible ou pas? C'était prévisible, déjà avec la conjoncture économique au niveau mondial, avec cette guerre russo-ukrainienne, avec aussi cette guerre qui a lieu du côté de l'Asie. Si nous voyons aujourd'hui certains pays arabes qui commencent quand même à avoir du goût à s'impliquer dans la crise palestinienne et israélienne, ça devient inquiétant. Il y a ces navires américains qui ont été attaqués à la mer Rouge. Et donc, il y a quand même à s'interroger. Et tout cela est venu se greffer sur l'explosion du dépôt principal d'hydrocarbures. Et donc, nous savions que les conséquences allaient tomber. C'est des informations que j'ai. L'État guinéen devait augmenter le prix du carburant, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont plutôt essayé de comprendre vraiment la situation et savoir que ce n'est pas le bon moment. Et sinon, l'État voulait aller à ça, mais l'État a compris qu'il le fait. Ça sera directement, il verra directement les conséquences sur sa figure. Et la crise est là. La crise est là. Et il faut faire avec. Mais le CNRD devrait comprendre que cette situation allait arriver tôt ou tard. C'est pourquoi on dit souvent qu'un régime militaire ne doit pas s'accommoder. Alors, quel est le lien? Non. Quel est le lien entre le régime militaire et la hausse? C'est pas la première fois quand même que les prix grimpent sur le marché. Pendant une transition, les partenaires bi et multilatéraux n'investissent que pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, si la transition coïncide à un mouvement au niveau international et que l'économie mondiale est affectée, cela va sans dire que le pays sera affecté et que si le pays ne bénéficie pas de l'aide de la part des bailleurs de fonds, ça devient compliqué. Et donc l'État guinéen fait face à cette situation-là. Comment endiguer ce phénomène? C'est la grosse question. Alors, le panier de la ménagère sera sévèrement affecté, déjà d'abord est sévèrement affecté et sera considérablement affecté parce que moi je ne vois pas certains commerçants exécutés sur le terrain. Ce que je sais que l'État... Vous qui le dites, nous sommes dans un État qui est quand même censé avoir des instruments pour se rassurer. Ce que je sais, l'État a cédé à plusieurs taxes et donc ça a permis à une petite hausse. Non, ne me dites pas une petite hausse, vous pensez 40 000, 30 000, 40 000, ça c'est petit pour vous, mais pour ceux qui peinent à trouver le manger, c'est le moment finalement. Parce que vous voyez toute une conjoncture avec ces casses, avec ces déguerpissements, les citoyens où ils se débrouillaient, voilà, il n'y a plus justement le moment choisi. Le moment choisi, c'est le bon moment. Non, parce que aujourd'hui, le peuple tire le gars par la queue. Hein. C'est intervenu au moment où il y avait une crise du riz dans le pays. Hein. Attention, la Guinée, il y avait une crise notamment à l'intérieur du pays. Pourtant, on a dit que la Guinée est devenue le deuxième producteur. Notre pays est le deuxième producteur de riz. Ça, c'est des on-dit. Il y a l'Inde qui refusait, comme je l'ai rappelé hier, il y a l'Inde qui refusait de libérer des tonnes de riz aux pays en voie de développement. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais la Guinée a réussi quand même à importer
je pense qu'on va relancer. Plus de 14 000. Justement, on va relancer ce débat demain, mais cette dernière question, vous étiez, donc, je ne sais pas, à la signature, donc, vous avez couvert la signature de ce protocole d'accord. Quels sont les arguments du gouvernement? Très rapidement, 30 Justement, secondes. ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, les arguments du gouvernement, c'est la crise mondiale, la guerre russo-ukrainienne, la guerre entre la Palestine et l'Israël, et donc ces navires qui sont attaqués en mer Rouge. Et tout cela greffé, l'Inde a refusé, comment dirais-je, d'exporter ses produits. Et donc, ça fait que quand elle a autorisé, il y a eu une hausse de 20% sur les taxes d'importation. Donc, le problème se pose à ce niveau. C'est l'argument développé par le gouvernement. Mais le gouvernement, selon lui, c'est entretenu avec les hommes d'affaires parce que la chambre de commerce, la chambre nationale de commerce, cette chambre-là, elle cause... on va revenir sur ça. Cette chambre-là est en train de causer du tort aux autorités économiques. Pourtant, cette chambre a été longtemps réclamée. Il n'y avait pas d'entente. Ça a été réclamé, mais le leadership... Pourtant, il est parti sur tout le front. Nous le voyons à l'international. C'est royal. C'est royal. Baldé, nous y reviendrons. Le leadership qui est à la tête de cette chambre-là, on va revenir dessus. Mais ce leadership-là, je pense qu'il commence à... Nous y reviendrons demain. Et demain aussi, Inch'Allah, nous y reviendrons sur ce hommage-là qui a été rendu aux victimes. Le président de la transition a rehaussé donc de sa présence. C'était tout au compte de ce numéro, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi donc ce numéro sur West Africa TV. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes de West Africa TV. Au revoir.